Netanyahou a réussi à s'aliéner une grande partie de la classe politique et tous ses anciens alliés politiques. C'est pas uniquement Gideon Sa'ar. Je vous rappelle, Daniel, que cette coalition elle est formée essentiellement d'anciens associés de Netanyahou. Emmanuel Navon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov et Chodesh Tov. Chodesh Tov également. Et depuis le début de cette campagne électorale, vous n'avez pas caché votre soutien à Gideon Sa'ar. Gideon Sa'ar qui sera le prochain, probablement donc le prochain ministre de la Justice dans le gouvernement de Naftali Bennett et de Yair Lapid. Alors, je voudrais tout d'abord vous poser une question, parce que la semaine dernière, il y avait apparemment encore une option pour que Binyamin Netanyahou se mette de côté et que Gideon Sa'ar accepte le poste de Premier ministre par rotation en premier. Et Gideon Sa'ar apparemment n'a pas accepté cette proposition. Vous pensez que finalement, pour maintenir un gouvernement qui soit un gouvernement de droite, ce n'était pas une bonne solution d'accepter la proposition de Netanyahou? D'abord, ça n'aurait pas été un gouvernement de droite, puisque, comme vous le savez, Netanyahou n'a pas mené une politique de droite ces 12 dernières années, ni dans le domaine judiciaire, ni dans le domaine économique, ni sur la question du Hamas dans la bande de Gaza, qu'une partie de ses partenaires se disent être des partis de droite, mais ne le sont pas, puisque le parti Chasse est un parti socialiste qui a soutenu les accords d'Oslo. Donc il faut cesser de dire que ça aurait été une coalition de droite. Personne aujourd'hui dans le système politique israélien ne croit les promesses de Benjamin Netanyahou, ce qui explique partiellement la fin de son régime. Gideon Sa'ar a mené une campagne électorale très claire en disant que c'est un parti de droite qui s'oppose à ce que Netanyahou reste Premier ministre. Il a clairement dit aux électeurs, si vous voulez que Netanyahou reste Premier ministre, je vous demande de ne pas voter pour moi. Il a tenu sa promesse. Oui. Et donc, il a donné une fin de non-recevoir à Netanyahou. Alors, effectivement, au moins on peut dire que le mérite de Gideon Sa'ar, c'est d'avoir tenu ses promesses, ce qui n'est pas toujours le cas, en particulier du côté d'Yamina. Mais je voudrais vous poser une question, parce que parmi les accords de coalition qui ont été conclus, il y en a un qui a suscité beaucoup de débats. Il s'agit de la limitation à 2 mandats du poste de Premier ministre. Alors ça, on peut dire que c'est légitime et ça a été accepté. Même Netanyahou, à un moment, en avait dit que c'était nécessaire, parce que celui qui ne ferait rien pendant le premier mandat, bien, ne ferait pas plus pendant le second mandat. Mais il y a un point qui pourrait montrer, on va dire, les motivations extrêmement personnelles de Gideon Sa'ar envers Binyamin Netanyahou. C'est le refus selon la proposition de Gideon Sa'ar, de permettre à celui qui a été Premier ministre pendant plus de 8 ans de siéger dans la Knesset suivante. Pourquoi finalement on a le sentiment que Gideon Sa'ar s'acharne personnellement sur Binyamin Netanyahou? D'abord, ce projet de loi n'est pas confirmé, mais Naftali Bennett l'a rejeté, donc il n'y aura pas un tel projet de loi. Il l'a rejeté, mais à l'origine, il était dans les accords de coalition entre le parti Nouvel Espoir et Yesh Atid de Yair Lapid. Oui, mais cette loi ne passera pas, donc de toute façon, nous parlons... Oui, mais alors justement, pourquoi a-t-on le sentiment que Sa'ar s'acharne sur Netanyahou? Écoutez, vous savez, Daniel, en politique, il y a toujours des histoires personnelles, des tensions personnelles. Comme vous le savez, je le dis tout à l'heure, Netanyahou a réussi à s'aliéner une grande partie de la classe politique et tous ses anciens alliés politiques. C'est pas uniquement Gideon Sa'ar. Je vous rappelle, Daniel, que cette coalition, elle est formée essentiellement d'anciens associés de Netanyahou. C'est Gideon Sa'ar, c'est Avigdor Lieberman, c'est Naftali Bennett, c'est Ayelet Shaked. Tous ces partis politiques aujourd'hui de droite, finalement, ce sont des anciens du Likoud, des anciens de Netanyahou. Donc je pense que il est temps véritablement de mettre de côté effectivement ces rancunes personnelles et de s'atteler maintenant sur la gestion du pays. Alors justement, sur la gestion du pays, parlons-en. Je le disais, Gideon Sa'ar, ministre de la Justice, on dit que c'est un ministère qui est amputé de certaines de ses prérogatives. Est-ce que Gideon Sa'ar aura la possibilité de mener une politique, on va dire, conservatrice dans l'esprit, on va dire, de ceux qui voulaient modifier, on va dire, la composition des tribunaux israéliens, en particulier de la Cour suprême? Est-ce qu'il aura
la possibilité d'entamer une forme de réforme ou alors on va rester dans la neutralité? Guidon Sarr a tout un programme de réforme qui d'ailleurs avait été détaillé, présenté pendant la campagne électorale, qui consiste à rééquilibrer le système judiciaire israélien, à rééquilibrer la séparation des pouvoirs, à séparer les prérogatives du conseil juridique du gouvernement et à faire passer une loi fondamentale sur les cas dans lesquels la Cour suprême peut ou ne peut pas invalider des lois passées par la Knesset. Toutes ces réformes nécessaires, elles n'ont pas été faites ces 12 dernières années. Guidon Sarr a la volonté très ferme de faire passer ces réformes. Je rappelle qu'il n'a que 2 ans d'après les contrats de coalition à la tête du ministère des Finances, puisque après 2 ans, il devrait être ministère de la Justice. Oui, pardon, ministère de la Justice puis des Affaires étrangères. Donc, il est déterminé à faire avancer ces réformes qui n'ont pas eu lieu ces 12 dernières années. On sait effectivement qu'il y a une opposition des partis de gauche dans ce gouvernement, mais il y a des accords de coalition qui ont été signés. Les 2 partis de gauche, Avoda et Meretz, ont signé ces accords et sont rentrés dans la coalition, sachant très bien que Guidon Sarr a effectivement un agenda conservateur sur les questions judiciaires et qu'il a effectivement l'intention de mettre en place ces réformes nécessaires. Alors, le premier grand défi de ce gouvernement, qui doit prêter serment dimanche, ça sera mardi, cette fameuse marche des drapeaux. On aura l'occasion, peut-être à ce moment-là, de voir un peu qui est peut-être dominant à l'intérieur de ce gouvernement. Est-ce que la droite nationaliste, celle qui est représentée par Guidon Sarr, par Naftali Bennett, peut-être aussi par Avigdor Lieberman, est-ce que vous pensez qu'elle aura la possibilité de mener une politique, on va dire, de fermeté dans le domaine pour, par exemple, valider ce genre de marche, de drapeau, en dépit des menaces du Hamas? Vous savez, Daniel, je pense que les questions de fond, c'est plus de savoir comment est-ce qu'on va gérer dans les années futures la question du Hamas et la question de la bande de Gaza, beaucoup plus de savoir si telle ou telle marche de drapeau doit avoir lieu ou non. Je pense qu'il faut s'atteler sur les questions de fond et pas sur les questions superficielles. Je vous rappelle d'ailleurs, comme vous le savez, la marche des drapeaux a toujours eu lieu selon la date du calendrier hébraïque. C'est une nouveauté maintenant que l'on fait ça selon la date du calendrier géorgien. Donc c'est très clair que les organisateurs... Non, ça a été changé cette année parce qu'il y a eu tout simplement l'opération. Il y a eu les tirs des missiles le jour de Yom Yerushalayim. Non, mais il y avait eu la marche le jour de Yom Yerushalayim, simplement, elle n'est pas passée par la porte de Damas. Non, la marche avait été interrompue, tout simplement. Elle avait été interrompue, mais elle avait quand même eu lieu de façon partielle. Donc, je veux dire par là, cette marche traditionnelle, on sait très bien ce qui s'est passé cette année avec la guerre avec la bande de Gaza. Je pense d'ailleurs que la décision du gouvernement hier ou avant-hier était une bonne décision, à savoir de la repousser après l'intronisation du gouvernement, puisque cela a bien prouvé que l'intention n'était pas de déranger la mise en place du gouvernement. Et je pense que même si, comme l'a dit le Haaretz, c'est une sorte de cadeau empoisonné que Netanyahou offre à Naftali Bennett et Yair Lapid. Oui, c'est certes un cadeau empoisonné, mais vous savez, le rôle d'un gouvernement, le devoir d'un gouvernement, c'est aussi de prendre des décisions difficiles, de faire face à des défis compliqués. Donc je pense que le gouvernement prendra cette décision la semaine prochaine, également en fonction des recommandations des services de sécurité. On parle aujourd'hui de plus en plus d'une sorte de remaniement à l'intérieur du Likoud. On parle de faire affluer un sang nouveau au sein du parti de droite. Est-ce que vous pouvez envisager un cas de figure dans lequel Guidon Sarr pourrait revenir au Likoud dans l'ère de l'après-Netanyahou? Vous savez, le Likoud ces dernières années est devenu tellement identifié à Netanyahou, les institutions du parti ont été tellement affaiblies que je ne suis pas sûr que le Likoud puisse survivre à la fin de l'ère Netanyahou. Il n'est pas impossible qu'il y ait des sessions au sein du Likoud. Il faudra voir comment est-ce que le Likoud, après Netanyahou, pourra se maintenir et se rétablir ses institutions démocratiques après toutes ces années de régime personnel. Donc je ne suis même pas sûr que le Likoud, vous savez, pourra survivre l'ère de l'après-Netanyahou, tellement il est devenu identifié à la personne de Netanyahou. Donc il faudra voir dans les 2-3 années à venir quel sera le sort de ce parti qui était dans le passé un parti dont j'ai moi-même été membre pendant de nombreuses années, le parti de Menachem Begin et Yitzhak Shamir,
qui aujourd'hui est devenu malheureusement un parti personnel dans lequel il n'y a plus d'institutions démocratiques et dans lequel il y a un discours extrêmement violent et agressif vis-à-vis de quiconque critique Netanyahou. Si je vais selon votre raisonnement, en fait, le Likoud n'est puissant que par Netanyahou et pas par son idéologie nationaliste. Le Likoud était puissant dans le passé justement parce que c'était un parti très ancré dans la société israélienne qui représentait des idées. C'est à l'époque Menachem Begin et Yitzhak Shamir qui en avaient fait un parti populaire très ancré dans la société israélienne qui avait permis justement aux immigrants des pays du Proche-Orient et d'Afrique du Nord de ne plus être brimés socialement et politiquement. Et Netanyahou, vous savez, a fait de très bonnes choses pour le pays. J'ai toujours fait son éloge en politique étrangère et en politique économique lorsqu'il était ministre des Finances entre 2003 et 2005. Mais malheureusement, quand on reste trop longtemps au pouvoir et quand les structures du parti sont complètement neutralisées, eh bien, le Likoud perd de sa force. Alors, le Likoud a maintenu une force électorale, effectivement, on l'a vu avec ces 4 dernières élections, mais cela ne lui a pas permis, effectivement, de former des gouvernements. Donc je pense que le Likoud devra se rétablir. Je ne sais pas si ce sera possible, mais l'avenir nous le dira. Eh bien, voilà, on va le voir au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Certainement, on va assister à des développements intéressants au sein du Likoud. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Navon de l'Université de Tel Aviv, d'avoir été avec nous ce matin pour nous aider à mieux comprendre ou à nous donner votre appréciation de ce futur gouvernement, de cette future coalition qui va s'installer au pouvoir à partir de dimanche prochain. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.